Centre-ville de Montréal, 2019, on parle d'un taux d'inoccupation de 2,6 %. C'était excellent. Là, on chute en 2020 à 10,2 %, n'est-ce pas? Et en 2021, 6,3 %. Parfait. Donc, merci d'être parmi nous ce soir. La séance va être enregistrée aussi, juste en tenir compte. Donc, si vous êtes en transaction, vous pouvez partager, c'est les bienvenus. On a des professionnels de l'immobilier commercial avec nous ce soir. Par contre, qui est juste de vous abstenir à partager des adresses aussi ou des noms, prénoms de propriétaires ou d'acheteurs. Sinon, je vous invite à nous suivre sur PML TV aussi. La séance va être diffusée au cours des prochaines semaines. Donc, suivez-nous aussi, puis on a plein d'autres contenus. Donc, ce soir, si vous voulez interagir, cliquez sur le bouton réaction en bas, levez la main à tour de rôle, dépendamment de la région, comme Patrice le mentionnait, dépendamment de la région qu'on va aborder ce soir. Si vous voulez interagir, vous êtes la bienvenue aussi, venez échanger avec les courtiers. Donc, le bouton est disponible en bas de l'écran pour ceux et celles qui veulent participer. À caméra ouverte, si possible. On va favoriser les questions et les opinions en micro ouvert plutôt que le chat. Puis sinon, ce soir, le sujet, on va parler de la dernière mise à jour de la SCHL. La SCHL a publié il y a quelques jours, la semaine dernière, une mise à jour de son enquête du marché locatif. Donc, on va aborder les pour et les contre aussi. Puis l'impact que ça va avoir sur le marché, puis surtout l'impact que ça va avoir dans les transactions. Donc, je vous souhaite une super belle soirée. Patrice, je te laisse introduire toute l'équipe qu'on a parmi nous ce soir. Merci, Gabriel. Premièrement, merci, Gabriel, qui est directeur des opérations de PMML, qui fait un job extraordinaire, qui a su maintenir la croissance, on pourrait dire l'hyper-croissance de PMML dans la dernière année. Gabriel, merci pour toujours ton intro qui est toujours dynamique. C'est ce qu'on a besoin présentement parce qu'en effet, le marché, il l'est tout à fait. C'est en feu, on va dire ça comme ça. Mais quand même, il y a peut-être des secteurs, des régions qu'on commence peut-être à avoir peut-être un essoufflement ou pas. Je suis curieux d'entendre tous nos experts. Pour la session, la façon que ça va se passer ce soir, c'est qu'on va passer, on a des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires de PMML qui vont nous parler de l'expérience qu'ils ont sur le terrain, mais surtout également du rapport de CHL qui ont pris des notes un peu. Ils vont nous partager. Et également des exemples qu'ils ont vécu dans des transactions ou avec des clients dans les dernières semaines par rapport au taux de vacances ou à la vélocité ou le turnover, qu'on dit, ou la rotation de la clientèle qu'il peut y avoir. Mais également, ce qui peut être encore plus intéressant, c'est d'avoir votre son de cloche à vous, les propriétaires, investisseurs qui êtes présentement sur le terrain. Je vois présentement dans le chat, on a des gens de Granby, l'Outaouais, de Montréal, de Québec, de Laval, de Victo, Rive-Sud de Montréal. Donc, je pense que ça va être intéressant de donner votre son de cloche. Je vois aussi des gens de la Rive-Nord. Donc, de donner un petit peu votre pouls. Comment ça se passe sur le terrain? Comment ça se passe, vos renouvellements? Est-ce que, rendu au 22 février, est-ce que vos logements sont tous loués ou au contraire, vous commencez à paniquer un petit peu parce que ça ne se loue pas aussi vite que l'an passé? C'est tout ça qu'on va entendre présentement pour partager, pour qu'on puisse bien sûr faire un brainstorm tout le monde ensemble et se former une idée de ce qui va se passer. Donc, pour commencer, on a, encore une fois, je vais introduire chacun des courtiers. On a Fanny Roseboom et Cédric Gagné qui vont nous parler de courtier PMML, qui vont nous parler de la région de Montréal. On va avoir Patrick Beaulieu qui va nous parler de la région de la Rive-Sud, la grande région de la Rive-Sud. Jessica Lahaye qui va nous parler de la région de Sherbrooke et bien sûr du centre de Québec, territoire qu'il couvre présentement là, avec succès dans ce coin-là. Julien Parent qui va nous parler de la région de Québec. Bien sûr, avec Sylvain Lacasse, qui est aussi de la région de Québec, mais Sylvain va également nous toucher un mot sur la région de Trois-Rivières. Donc, ça va être très intéressant. Et on va avoir Samuel Lapointe qui va nous parler de la Rive-Nord, courtier immobilier, également de PMML. Et bien sûr, M. Abbas Saad qui va nous parler de la région de l'Outaouais. Et voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Pour commencer, j'irai peut-être d'entrée de jeu avec l'île de Montréal, Fanny, Cédric. Peut-être une petite intro, comment ça se passe, puis par la suite, j'aimerais peut-être avoir l'opinion un peu des gens qui sont sur le terrain présentement. Bonsoir tout le monde.
En fait, on commence fort parce que Montréal, on l'a eu difficile. Hein? Au début de la pandémie, ça a été, on a eu une région qui a été très touchée, bien entendu. On a eu l'exode vers les banlieues. On sent qu'il y a un regain en ce moment. C'est ça qu'il faut retenir. Montréal va mieux. Montréal en a souffert, bien entendu. On a énormément de facteurs qui font en sorte que ça a été difficile. L'immigration, les gens allaient vers l'extérieur pour avoir de plus en plus d'espace et de vie et voulaient profiter. Alors, bref. Mes statistiques, en général, vous allez voir là, très, très bien que ça va mieux. Là. Montréal, en ce moment, 3,7 de taux d'inoccupation. Comme je disais tantôt, l'immigration qui revient, les frontières, les cours en présentiel universitaire, très important pour plusieurs secteurs de Montréal. Cédric va vous en parler tantôt, Côte-des-Neiges, Outremont. Il y a énormément, centre-ville, bien entendu, énormément d'étudiants. Puis nous, à Montréal, ça nous affecte directement. Centre-ville de Montréal, 2019, on parle d'un taux d'inoccupation de 2,6 C'était excellent. Là, on chute en 2020 à 10,2 n'est-ce pas? Et en 2021, 6,3 ça va mieux, comme je vous disais tantôt, c'est bien. Qu'est-ce que ça a comme répercussion? Malgré tout, les loyers ont quand même augmenté, nous, en 2021, de 2 C'est quand même surprenant parce qu'on aurait pu croire à Montréal, surtout le centre-ville va plonger, mais ce n'est pas le cas. Et on voit aussi quand on se promène dans les rues, il y a plus d'activité économique, ça réouvre tranquillement. Surprenamment, vous avez vu pendant la pandémie, tous les médias disaient, bon, on s'en va, tout le monde va déménager à Saint-Sauveur, peu importe, à l'extérieur de Montréal, mais là, il y a eu beaucoup d'aménagements, j'ai dit tantôt, depuis l'ouverture des frontières. Il y a quand même beaucoup de monde qui reviennent en ville et les loyers se louent très bien. Moi, j'habite dans une tour à logement au centre-ville, Cédric et moi, en fait, puis on le voit qu'il y avait beaucoup de vacants, puis là, ce n'est plus le cas. Alors, Cédric, toi, tu voulais nous parler de Côte-des-Neiges, entre autres? Oui, ben, en fait, on sait que Montréal, il y a une bonne clientèle d'étudiants. Donc, il y a certains secteurs, là, en fait, comme Côte-des-Neiges, Outremont, Mont-Royal, qui ont un taux d'inoccupation qui est plus élevé dû justement aux étudiants qui étaient moins présents. Si on regarde, en 2019, on était à 1,7 de taux d'inoccupation, puis maintenant, on est à 4,8. Donc, on voit que ça a un impact direct. Il y a un autre secteur aussi que moi, ça m'a surpris, mais Côte-des-Neiges et Côte-Saint-Luc, il y a eu le taux d'inoccupation a augmenté, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux logements qui ont été mis sur le marché, donc construction neuve. Et fait intéressant aussi, dû à la pandémie, évidemment, mais les lofts, en fait, les studios, si je pourrais dire, le taux d'inoccupation a augmenté, dû principalement au fait que les gens, au confinement, voulaient des espaces plus grands. Donc, on voit que ça a directement un impact aussi là, à ce niveau-là. Petite note pour terminer, nous, on est propriétaires d'immeubles, Cédric et moi, et entre autres, sur le plateau Mont-Royal, on a acheté un immeuble en janvier 2021 et il y avait quelques vacants. Rendu en août 2021, ça a été incroyable. Tout le monde, entre autres les Français, revenaient à Montréal pour leur session universitaire. On a eu des demandes incroyables. On a vu que ça a vraiment bougé. Bref, directement, nous, on a vu l'impact. Puis, Fanny, si tu me permets, dans l'immeuble que vous possédez, c'est quand même un immeuble, je pense que c'est un 20 ou un 20 logements, je pense, sur le plateau. Est-ce que c'est des petits logements? OK, donc, je me souviens bien, c'est des petits logements. Est-ce que ça s'est bien loué quand même? Tu sais, cette année-là, en ce moment-là, on est au mois de février. C'est quoi votre taux? C'est combien de logements qui restent à louer, exemple, pour la période de juin-juillet? On n'a rien de disponible. On a même des listes d'attente. OK, fait qu'on voit vraiment que ça se passe. Vous êtes également propriétaire sur la Rive-Sud. Fait que tantôt, ça serait peut-être intéressant de vous entendre un peu ce qui se passe sur le côté de sa Rive-Sud. Vous êtes à Belleuil, hein, je me souviens. Puis à Belleuil, comment ça se passe? Tant que vous avez ce spot-là. Selon Patrick Beaulieu va nous en parler dans quelques instants, là, pas très loin, mais honnêtement, c'est encore plus. J'ai l'impression que c'est encore plus fort. J'ai des demandes. Là, j'ai mis un logement cette semaine, en plus, c'est live, là, et on a eu, je pense, 50 demandes. Là, dans ce temps-là, wow. Comme proprio, on a toujours envie de dire bon, je vais monter un petit peu mon prix. C'est ça. Donc, en fait, oui, c'est l'objectif en bout de ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'auditoire, qui est dans la région de Montréal, qui a des immeubles à Montréal même, qui pourrait nous donner un petit peu son cloche? Je vois ici Daniel Marcoux, qui marque Montréal et Estrie. Je ne sais pas si, Daniel, c'est possible de partager un peu comment ça se passe de ton côté. Là, j'ai vu ça dans le chat, là, que tu avais des immeubles. Sinon, est-ce que quelqu'un à main levée pourrait donner un petit aperçu de comment ça se passe de son côté?
Patrick, je peux le faire. Patrice, je peux le faire Oui. si tu veux. Oui. Ça va très bien. J'ai augmenté pour la première fois mes loyers à un montant significatif et je suis très intéressé par le plateau parce que j'ai eu de la misère au début de la pandémie. J'ai été obligé de baisser mes prix. Donc, je suis très content d'entendre ce que Fanny et Cédric disent parce que ça m'encourage pour la suite. Mais mes autres immeubles dans les autres quartiers, NDG, dans l'Est, dans Ville-et-Mort et tout ça, ça se loue très bien, ça va très bien. Ça a été une belle découverte, comment on a pu passer à travers la pandémie assez bien. Vive l'immobilier, là, c'est solide quand même. Là. Mais j'ai eu un peu peur. Là. Moi-même, je suis parti de Montréal. Là. Je me suis acheté un chalet en Estrie, puis je suis en train de quitter un peu Montréal. Là. Je comprends tout le monde qui ont quitté. Là. Mais je suis content de voir que ça tient pareil. Là. Mais Daniel, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, habituellement, hein, c'était le rêve de tout le monde. Tu vas acheter un immeuble dans le ghetto McGill, tu vas acheter un immeuble sur le plateau, puis tu n'auras jamais de problème. On disait ça il y a quelques années. Et là, finalement, pandémie, les premiers secteurs qui ont été touchés, c'est le ghetto McGill, bien sûr, à cause de l'université, et également le plateau. Pourquoi? Parce que beaucoup à cause des Français, de l'immigration, des étudiants. Donc, toi, mettons qu'on retourne dans ton cas, mettons sur le plateau. Est-ce que c'est parce que justement, il y avait des logements étudiants ou c'est par beaucoup au niveau de l'arrêt des immigrants qui arrivent ici, la balance migratoire là, qui était comme négative là, dans ce cas-ci? Moi j'ai acheté un immeuble pour faire du Airbnb. OK. Puis on dirait que je ne sais pas, on était chanceux. Là, on a décidé de ne pas faire de Airbnb. Juste avant la pandémie, on a tout vidé, on a vidé, puis on a loué ça à long terme. Une chance. Puis là, on s'est rendu compte que je pense qu'il y a 5000 appartements sur le plateau qui faisaient du Airbnb. J'ai des amis à moi qui roulaient beaucoup en Airbnb, ça allait très bien. Mais tout ce monde-là s'est retrouvé sur le marché. Les Français ne venaient plus. Les gens quittaient la ville. Donc là, j'ai été obligé de baisser mes prix, mais de 200 le logement. J'ai eu un petit moment de doute. Alors que dans l'Est de Montréal, là, où je n'arrivais pas à louer au préalable, ça se louait très bien. C'était correct. Là. Fait que j'aurais jamais pensé avoir de la misère à louer sur le plateau. Et je suis content de voir que ça recommence. Bon, merci pour ton témoignage, Daniel, parce que ça reflète exactement ce qu'on a vécu dans les dernières années. Puis, tu sais, on parle que les gens se sont allés plus vers les régions pour avoir des plus grands logements, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont partis du centre pour aller vers soit l'est de l'île ou l'ouest de l'île pour aller chercher également des plus grands logements parce qu'on voit que la densité moyenne, quand on s'éloigne du centre, on grossit. Fait que c'est une chose de travailler à la maison dans un 5,5 avec 2 colocs, mais c'est un autre de travailler de chez eux avec l'un qui est sur la table de cuisine, l'autre dans le salon, puis l'autre dans la chambre. Là, fait que le télétravail a vraiment poussé les gens vers des logements plus grands. Ça, c'est un constat. Écoutez, merci. Peut-être qu'on revenait tantôt à la fin, peut-être sur l'île de Montréal. On va y aller maintenant avec la Rive-Sud, avec Patrick, justement, que Fanny nous a mentionné. Pat, comment ça se passe de ton côté? Je sais que la Rive-Sud, c'est grand. La Montérégie, on sait que ça va quand même créer un territoire de Granby-Saint-Jean jusqu'à Châteauguay, Verchères. Donc, je te laisse nous donner un petit portrait. Bon, en fait, en premier, je vais vous envoyer quelques chiffres d'inoccupation qui vont frapper plusieurs personnes. Donc, Fanny vient de parler là, de la ville, puis nous, on est le succès un peu de ce qui s'est passé en ville. Je vous parle un peu de la Rive-Sud qui est autour du 1,1. On parle peut-être du Brossard, tout ça, Boucherville, Saint-Bruno autour du 1,5. Fanny qui nous parlait de Belleuil, 0,3 %. C'est quand même incroyable, 0,3 %. Du Châteauguay ça pogne vraiment pas mal, 1,5 %. Du Salaberry, c'est complètement en feu là-bas avec 0,05 % si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment en train de boomer, Salaberry, Beauharnois, toute cette section-là. Ensuite, Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, là, je ne l'ai plus par cœur, mais autour du 1, donc c'est quand même très, très bien. Puis, je termine avec Granby, que selon moi, ça éclate tous les records, c'est 0,1 %. OK? Fait que moi, je pense que Granby a quand même un certain succès par rapport à ce qui s'est passé au pont Champlain et les stations du REM. En plus du mouvement démographique de Montréal vers la couronne sud, le meilleur axe, c'est l'axe de l'autoroute 10. Et puis, en fait, Granby est un peu près là, de tout ce qui est villégiature aussi. Donc, on le voit beaucoup. Au niveau des taux de roulement, j'avais cette discussion-là avec Samuel tout à l'heure. Ça ne roule pas beaucoup. J'ai certains immeubles aussi. Et puis,
On a été le plus qu'on pouvait au niveau des augmentations en fonction de ce qu'on était limité. Puis j'ai quand même très surpris, très peu de roulement. Donc, je vois Pat Gagné, là, t'es Rive-Sud, t'es Granby. Allez, rouvre ton micro, Pat, je veux t'entendre. Ça déménage-tu de tes blocs ou ça ne déménage pas? Bonjour. Oui, bonjour. Enfin, Granby, ça déménage, mais pas parce qu'il va déménager. Des décès et des RPA. Sinon, toute la gang reste. J'ai eu quatre dernières mauvaises nouvelles pour les locataires, mais pour moi, investisseurs, ça a été très, très bon. Puis à Saint-Bruno, sur 50 logements, aucun départ, malheureusement. En fait, j'ai forcé une personne à quitter. Mais les autres, personne ne veut partir. Ce n'est pas très bon comme investisseur quand tout le monde reste présentement. Ouais. Hey, super. Merci beaucoup, Pat. Un plaisir de te voir ce soir. J'ai Jean-François qui a une question. Est-ce qu'on peut débloquer son micro, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Mais on ne le voit plus. Ah bon, 2 secondes. Je vais juste essayer de me... En fait, là, moi, c'était ce que j'ai remarqué cette année. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Jean-François, peux-tu juste de quel secteur que tu vois tes immeubles? Nous, on est sur la Rive-Sud et sur l'île de Montréal. On en a un sur l'île de Montréal et 3 sur la Rive-Sud. Moi, ce que j'ai constaté quand même cette année, ça m'a frappé. Il y a des locataires à qui on a transmis une augmentation de 15 $ sur un loyer qui était autour de 1 000 $. Ça me paraissait très, très raisonnable. Et les gens, il y a même quelqu'un qui a refusé l'augmentation. J'ai constaté qu'il y avait quand même une grande précarité chez certains locataires, que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une inflation du prix de toutes sortes de choses, l'épicerie, tout ça. Et c'est même des paiements, des fois, qui arrivent en 2 temps. Les gens réussissent à payer, mais je pense qu'il y a quand même une fragilité là, au niveau des locataires sur les gens qui possèdent rien, qui n'ont pas d'immobilier, qui n'ont pas nécessairement des gros patrimoines. Ces gens-là sont quand même affectés, je pense, par ce qui se passe en ce moment avec l'inflation. Puis ça m'a frappé là, de voir qu'ils négociaient là, vraiment dollar par dollar, même si on pensait qu'on était bien raisonnable. J'étais surpris de voir cette réaction-là. Je pense, Jean-François, que d'emblée, il y en a qui vont toujours contester leur augmentation parce que là, ils savent qu'ils peuvent contester puis qu'après ça, pour le propriétaire, c'est un peu un paquet de troubles. Dans les immeubles que j'ai, avant même d'envoyer les augmentations, je pouvais te dire c'est qui allait contester. Là, j'aurais pu sortir les numéros. C'est sûr, des fois, tu en as un nouveau locataire puis lui, il embarque là-dedans, mais je pense que sur le pourcentage ou le volume, pour l'instant, c'est encore minime. Peut-être moi, à Montréal, on sent que les locataires sont de plus en plus renseignés puis informés à ce niveau-là. Donc, Patrice, as-tu un moment encore pour une autre personne? Absolument. Let's go. On est intéressant si les gens On avait participent sur ce terminé, qu'on veut. Jean-François? Oui, c'est parfait. Merci. Excellent. Mathieu Dupuis, j'aimerais t'entendre. Pendant que Mathieu se connecte, Mathieu, c'est un investisseur, dans le fond, il y en a, ça arrive nord, ça arrive sud, à l'est, à l'ouest, et beaucoup dans les projets d'immeubles récents. Puis, dans le fond, avec la clause F, tu n'as pas nécessairement de restrictions au niveau des augmentations. Par contre, on comprend que pour ton modèle d'affaires, tu veux aller chercher une rentabilité. Donc, tu vas aller essayer de vraiment palper le marché locatif pour aller chercher le maximum. Peux-tu nous parler un peu de tes taux de roulement de cette année par rapport à tout ça? Écoute, les taux de roulement sont quand même autour de 10-12 % peut-être. Évidemment, il y a des gens qui viennent pour... c'est des constructions neuves, fait qu'ils ont loué sur plan. Ils essayent, ils apprennent à connaître l'environnement, puis bon, ça ne plaît pas nécessairement toujours à tout le monde. Il y a des situations familiales qui poussent les gens à bouger. Ce qui est le fun, c'est que la plupart des gens ont tous pris nos augmentations qui sont entre 3 et 6 % mettons, qu'on pousse. Puis, malheureusement, c'est plate, là, mais les gens le finissent par le payer. C'est bon pour nous autres. Là. Je pensais que tu avais 3 à 600 $. Je disais, il va raide. Ben, il y en a un ou deux qui ont goûté à un 300 $ parce qu'on voulait qu'ils partent, mais c'est une exception.
Puis sinon, l'allocation se passe sur plan des mois à l'avance. Là. Tu vois, il y a des immeubles qu'on va livrer pour le 1er juillet, puis ils sont pratiquement tous déjà loués. Fait que, ça va super bien à ce niveau-là. Taux d'inoccupation, zéro. Zéro. Sherbrooke, nous autres, on a Sherbrooke, Granby, on a un peu de Rive-Nord aussi. Là, on a du Lachute, du L'Assomption, Lachenay. Fait que, mais sur la Rive-Sud, je suis content que tu aies dit 0,1. Le Pat, c'est malade Granby. C'est incroyable. Puis on voit que la construction est à fond de train aussi à Granby. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour les constructeurs, puis aussi d'excellentes nouvelles pour les investisseurs. Donc, c'est vraiment très bon. Donc, merci beaucoup. J'ai terminé s'il n'y a pas d'autres questions. Écoute, Pat, merci. Merci, Mathieu, de ton partage, parce que tu vois, il y a deux points qui sont super intéressants qui ont été abordés. La première, premièrement, le taux à 0,01 ou 0,1, là, c'est incroyable parce qu'on parle souvent, est-ce que la fenêtre pour la construction neuve est encore ouverte pour quelques années? Hein? C'est tout ça, il y a beaucoup de contracteurs que je vois présentement, les constructeurs qui sont avec nous ce soir. Puis, si on se fie au taux d'inoccupation, définitivement, et là, on peut le voir, ça Rive-Sud, c'est pour ça qu'il y a un boom incroyable présentement, ça Rive-Sud au niveau de la construction. On le voit, ça Rive-Nord également, mais plus spécialement, ça Rive-Sud, où la demande est très, très, très forte. Donc, ça pousse les gens. Est-ce qu'il y a des gens à main levée, rapidement, un petit témoignage de quelqu'un, Mathieu, ou des gens qui ont parlé qui ont des immeubles neufs puis qui ont des immeubles 1970. Est-ce que vous voyez une différence à la main levée ici? Est-ce que quelqu'un peut partager là-dessus? Bien, honnêtement, si je peux me permettre, c'est sûr que ça varie beaucoup. Là. On a un immeuble 1960 en plein centre-ville de Granby. On a fait un 3,5 % d'augmentation at large. Tout le monde l'a super bien pris. C'est sûr qu'on a quand même du service, on est présent parce qu'il y a tout le temps des affaires qui pètent, là, on ne se le cachera pas. Puis en même temps, dans un petit village à côté de Granby, on est à 1800 pour des jumelés neufs qui ont 5000 pieds carrés de terrain pour une superficie qui varie entre 1600 et 1800 pieds carrés. Puis on est à côté, ça à la limite. Fait que mais on est quand même à 1800 par exemple, là, pour un petit village. Fait que c'est le fun, mais c'est pas. Faut faire attention quand même, il faut bien planifier les projets de construction parce que sinon, avec l'explosion des coûts, là, on mange nos bosses quand même assez vite. Là, parce qu'un plex, ça ne se finance pas comme un multilogement, évidemment. Là. Et Jocelyn, tu amènes vraiment un bon point. Puis on l'a touché tantôt par rapport aux augmentations. On a écouté Mathieu. Et on sait présentement, ça se parle beaucoup au niveau politique d'enlever cette fameuse clause-là, ou en fait de la limiter, on va dire, je pense que c'est les termes qu'ils utilisent présentement, de limiter la possibilité des augmentations pour ce qu'on retrouve souvent là, au niveau de la loi, au niveau de la régie du logement sur les 5 premières années d'un immeuble. Okay? Et on parle très, très fortement, et je crois malheureusement que c'est un genre de programme qui va passer, ou est-ce que ça va limiter l'augmentation. Fait que je pense que c'est le temps ou jamais de profiter maintenant. Je ne crois pas que ces clauses-là vont être rétroactives. Je ne crois pas, parce que je ne l'espère pas, mais je crois sincèrement qu'il y a des bonnes chances, malheureusement, que ça passe. Okay? C'est des genres de lois, des projets de loi qui sont très, très bons dans le capital politique. Donc, ça, il faut faire attention. Ça, si on a des immeubles en construction présentement ou qui sont récents, fait que d'aller chercher le maximum tout de suite. On essaie des fois d'épargner les locataires, mais je pense que c'est le temps de travailler. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur la Rive-Nord avant d'aller dans la région d'Outaouais. Samuel Lapointe, bien sûr, qui est un courtier de PMML qui travaille au bureau de Laval, au Centropolis, mais qui couvre la Rive-Nord. Sam est aussi demeure à Saint-Jérôme. Fait que Sam, comment ça se passe entre Laval et Saint-Jérôme présentement et jusqu'à la Naudière également? Oui, parce que effectivement, je couvre aussi la Naudière beaucoup, en fait, toute la 640 d'un bout à l'autre. Et puis, dans le fond, tu sais, la Rive-Nord, je suis vraiment ce que Fanny a dit, ce que Patrick a dit, c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis les 2 dernières années, dans le sens qu'on a vraiment vu un mouvement de masse, les gens ont vraiment bougé. Et puis, la Rive-Nord, avec les chiffres que je vais vous donner au niveau des taux d'inoccupation, c'est flagrant, là. Justement, les banlieues, tu sais, les banlieues, c'est un peu comme ce que Pat a dit. J'étais à 1,1 sur la banlieue, taux de vacances. Puis là, 1,1, ça, c'est vraiment général. Après ça, il faut vraiment, tu sais, le rapport de la SCHL, il est super bien fait. On peut vraiment cibler des secteurs, puis
vraiment aller plus dans le micro. Et puis, justement, là, j'ai des statistiques que j'ai sorties parce que je trouve ça intéressant. Donc, bon, Rive-Nord, j'ai dit 1,1 dans l'ensemble. Mirabel, Oka, Deux-Montagnes, 0,3 OK? Sainte-Thérèse, Blainville et Beaubriand, 0,3 Si on se déplace plus vers Lanaudière, je n'avais pas beaucoup de données pour Repentigny, malheureusement, mais on le sent là, dans le locatif qu'il y a une forte demande, donc ça veut dire pas beaucoup d'offres. Mais Terrebonne-Mascouche, 0,1 Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça nous dit, ces chiffres-là? C'est beau de lancer des chiffres, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que le taux d'occupation il est bas, puis il manque d'offres, en fait. Donc, manque d'offres, les logements sont tous loués, donc ça prend des nouveaux logements. Là, en ce moment, les gens, les propriétaires, je pourrais peut-être mettre quelqu'un sur le spot d'ailleurs, qui pourrait peut-être me le dire, que j'ai vu tantôt. David, je vois David Michaud, je vois Alain Ross qui est avec ça nous. Que j'allais dire. David Michaud, tu as les immeubles, ça arrive nord. Est-ce que tu as du mouvement un petit peu sur tes ben, tu as du mouvement dans tes logements en ce moment? Moi, à Rive-Nord, là, j'en ai quasiment plus. J'ai pas mal tout vendu. Là, mais sinon, je suis très, très, très actif dans ce coin-là. Puis non, c'est complètement fou parce que aussi, je suis dans la construction neuve. Pas moi, mais je travaille là-dedans. Puis juste à Mascouche, dans le coin de la 25-40, il y a 6 000 logements en construction à peu près. Fait que c'est complètement débile. Puis après ça, Repentigny, en ce moment, il y a 4 tours. Là, je ne sais pas combien il y a de logements, mais il y a 4 tours à plusieurs étages en construction. Fait que non, la Rive-Nord est complètement débile. Là. En tout cas, je cherche encore dans la Rive-Nord, mais tu le sais. Oui, c'est ça, exact. Ouais. On va trouver. Ouais, c'est bon. C'est ça, exact. En fait, ça m'amène justement à la référence que je veux faire. C'est que là, ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui ne déménagent pas parce que, il y en a certains qui ne déménagent pas parce que, oui, le prix de logement, qu'est-ce qu'ils regardent ailleurs, il est plus élevé. Mais là, ça l'amène aussi des gens qui vont vouloir construire parce que il faut qu'on construise. Il manque de logements. Donc, ça l'amène énormément de portes ouvertes à la construction neuve. Puis, perdu mon idée. Parfait, Sam. Mais dans le fond, je comprends ce que tu veux dire, Sam, c'est que c'est sûr que c'est encore une fois de la rive sud à la rive nord, que ce soit 0,3 ou 0,1. Je veux dire, ça pousse encore une fois vers la construction. Puis tout est dirigé vers là. On le sait présentement, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire de rattrapage parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein? Il n'y a pas de multilogements au Québec qui se sont bâtis dans les années 80 puis ni dans les années 90 et très peu dans les années 2000. Quand on parle, c'est une génération complète. Là, où est-ce que c'était le boom du condo et non pas du logement. Donc, ça revient en force. Je vois Alain Ross qui est avec nous. Alain qui est dans les Hautes-Laurentides. Alain, entre autres. Hein? Puis, Alain, je ne sais pas si là, je te mets sur le spot, là, mais est-ce que c'est possible pour toi de nous partager un peu ce que tu vis présentement dans tes logements? Je sais que tu fais de la construction également. Merci, Patrice. Oui. Malheureusement, je n'ai pas le pourcentage de mes avis de reconduction parce qu'on a fait le choix, nous, de donner nos immeubles en gestion. Alors, j'ai posé la question parce que je m'attendais à ce que tu me mettes sur le spot. C'est bizarre, mais j'avais ce feeling-là. Puis j'ai demandé, j'ai adressé la question à mon gestionnaire, puis en tout cas, il ne m'a pas répondu. Parce que nous, on a quand même fait une augmentation de 21 de nos loyers, puisqu'on est dans la clause 5 ans. Puis on a prévu justement que ce privilège-là va nous être enlevé peut-être d'ici 1 an ou 2. Alors, on a voulu être proactif là-dedans, mais tout en faisant profiter aux locataires une subvention du propriétaire au terme du dernier mois, en autant qu'il paye le premier de chaque mois, juste pour être capable de préparer justement cette situation-là. Alors, nous autres, nos immeubles neufs, c'est à Tremblant. Dans Habitation Tremblant, ils sont tous loués au niveau du neuf. C'est loué. Au niveau de l'usager, la meilleure personne serait Yann Chartrand, évidemment. Mais en ce qui nous concerne, nous autres, dans le neuf, la demande, elle est extraordinaire. Alors, on s'attendait au tout départ à des loyers à Tremblant d'autour de 900 $. On est rendu à 1 400 par mois, puis la demande, elle est encore très forte. Pour du 1 300 pieds carrés, 1 200.
Merci, Alain. Merci. Effectivement, j'ai été énormément surpris de voir sur la Rive-Nord le prix des loyers, comment est-ce qu'il a bondi. Puis, comme tu dis, des logements à 1400, 1500, honnêtement, en 2019, on ne voyait pas ça. En tout cas, pas dans cette du tout. Là. Puis aujourd'hui, on se demande jusqu'où on va aller. C'est comment il y a un plafond, mais la demande est là. Fait que, voilà. Bien, merci, Sam. Merci, Alain. On a fait le tour de la Rive-Nord. Malheureusement, Yann n'est pas avec nous ce soir. C'est seulement un fan assidu à nos rencontres. Fait que, je vois Pierre Poliquin. Pierre, je sais que tu as des immeubles, entre autres, sur l'île de Montréal, mais non, je n'ai rien sur l'île de Montréal. Ah non, OK. Je suis dans la Naudière. Ah, la Naudière, OK. Dans la région de Joliette. Oui, et en montant vers le nord. En montant vers le nord, bien, Samuel, il est au courant. Et puis, moi, dans l'usager, moi, je rénove beaucoup. Et puis, ça revient un petit peu à ce que vous disiez tantôt, là, des logements des 4,5 à 12, 13, 1400, puis des 5,5 à 14, 15, 16 même. Usagés, là, tu sais, bien rénovés. Là. Puis, c'est facile à louer, là, très facile à louer. Là. Les 3,5, c'est rendu de 1000 à 1100. Les 3,5. Oui, quand même, hein? C'est impressionnant. Puis, dans ma région, puis tu le vois autant mettons, à Joliette même ou en région Nord, c'est la même chose? À Joliette plus, parce que moi, j'en ai à Notre-Dame-de-Lourdes, j'en ai plus au Nord, j'en ai en 50. Je loue des 5,5 à 15-1600 à 50. OK, quand même. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Merci, Pierre. On va terminer avec Mathieu pour la Rive-Nord. Écoute, même moi, je n'y croyais pas. Là, des fois, on fait nos analyses à savoir combien il faut louer nos loyers pour récupérer notre mise de fonds ou avoir le rendement qu'on veut dans la construction d'un projet. Et à Lachenay, c'est sûr que c'est très proche de Montréal, là, mais on est rendu, parce que les comparables sont là, mais à des 4,5, 1200 pieds carrés à 2000 $ par mois. Stationnement intérieur, là, puis quand même une belle finition, mais qu'est-ce qu'on a passé le cap des 2000 $ par mois, là. Ah, c'est impressionnant. Puis, combien de temps ça va durer, on ne le sait pas, mais on souhaite que ça dure quand même un bout. En fait, la question là-dessus, si tout le monde se la pose, combien de temps ça va durer? Je pense que ça va durer. Maintenant, c'est l'augmentation qu'on ne sait pas jusqu'à quel point qu'elle va continuer. Elle, je ne suis pas sûr jusqu'à quel point qu'elle va durer, l'augmentation. Mais définitivement, je ne pense pas qu'au Québec, on va retourner en arrière. On a atteint un certain plateau, on le voit présentement, ou pas un plateau, mais c'est-à-dire qu'on a atteint un certain niveau où est-ce que, même s'il n'y a pas de croissance, il y a une décélération, mais il n'y a pas nécessairement une décroissance des loyers, du montant des loyers. Maintenant, en parlant de construction, on va aller dans la région de l'Outaouais, un secteur où est-ce que c'est tout à fait impressionnant, hallucinant de voir ce qui se construit dans la région de Gatineau. C'est incroyable. Abbas, courtier PMML dans la région de Gatineau, qui est vraiment, Abbas, qui est sur le terrain, qui a bien sûr, sans faire de jeu de mots, qui fait beaucoup de transactions de terrain avec les constructeurs, l'existant. Abbas aussi propriétaire de quelques immeubles. Donc, Abbas, comment ça se passe dans la région de l'Outaouais? Bien, dans la région d'Ottawa, ça va très bien. Je vais le mettre en deux segments. J'ai la région d'Ottawa, qui fait énormément partie là, de la région de Gatineau. Alors, Ottawa, ça ressemble beaucoup à Montréal, au centre-ville de Montréal. C'est un taux d'occupation qui est stable, mais qui est plus élevé, c'est environ 3,4 %. Et puis, les loyers, petite hausse à 1,3 % là, comparativement aux autres années. C'est un marché avec beaucoup d'immigration puis d'étudiants, un peu comme Montréal. Pas des Français de France, mais beaucoup d'étudiants qui viennent étudier puis qui remplissent le centre-ville. Alors, il était beaucoup affecté par la pandémie. Juste pour vous donner une idée, un loyer d'un 4,5, un 2 chambres à coucher à Ottawa, c'est environ 1550 pieds carrés selon le rapport. À Gatineau, c'est 1035. Alors, tu sais, on pourrait littéralement être à 5 minutes à pied ou en voiture, puis il y a un gap de 500 $. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent peut-être venir à Gatineau versus Ottawa. Ottawa, c'est un marché, puis Gatineau, c'est un marché de fonctionnaires. Beaucoup de gens qui travaillent pour la fonction publique, le gouvernement, mais Ottawa, c'est le marché où il y a le plus de télétravail au Canada, selon le rapport de la SCHL. Alors, beaucoup de gens restent chez eux, travaillent chez eux. Alors, ça te donne une idée pour, tu sais, s'il y a de la construction neuve, bien, peut-être des logements plus grands, parce que les gens, ils vont rester en télétravail parce que c'est
la fonction publique. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a un bilan négatif de migration interprovinciale en Ontario, à Ottawa. Alors, il y a plus de gens qui se vident. Le centre-ville d'Ottawa se vide un petit peu plus qu'il se remplit. Gatineau, c'est un marché qui est très, très, très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup d'acheteurs de partout. Le retour sur investissement, je pense qu'il est meilleur à Gatineau qu'ailleurs dans la province, juste parce que les immeubles sont encore abordables. Puis il y a un méga, méga potentiel d'optimisation pour la majorité des immeubles. Mais pour vous donner une idée, le 2 chambres à coucher à Gatineau, c'est 1035. C'est une augmentation de 6,4 comparativement à l'année passée. Puis c'est l'augmentation la plus élevée depuis 1990, mais depuis que la SCHL prend ces données là, selon le rapport. Alors, c'est quand même intéressant. Là. Les gens, ils sont capables d'augmenter énormément leur loyer. Le taux d'inoccupation, comparativement à Ottawa, il est très bas. Il est à 1,1 comparativement à 3,4 alors, il y a beaucoup de facteurs qui peut expliquer ça, mais la migration soutient la demande. Juste l'année passée, il y a eu 16 500 personnes qui ont quitté l'Ontario pour aller au Québec. OK? Alors, tu sais, justement pour profiter de le gap entre les loyers locatifs, puis ça se transige aussi dans les gens qui achètent, mais beaucoup dans les gens. Alors, ça, c'est un sommet qui n'a jamais été vu depuis 30 ans. Il n'y a jamais autant de gens qui ont quitté Ontario pour aller au Québec. Alors, ce que ça me dit, puis je le vois vraiment sur le terrain, là, ça va bien à Ottawa, mais à Gatineau, les gens viennent à Gatineau, viennent vivre à Gatineau, les gens viennent investir à Gatineau. Alors, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez de logements pour la demande, que ce soit dans l'usager ou dans le neuf. Je veux dire, si on rentre, exemple, un immeuble de 1970 rénové, un 2 chambres à coucher. Si vous êtes propriétaire d'immeuble et vous mettez cet logement-là sous Kijiji, vous allez recevoir 40 à 50 messages dans la première journée pour remplir ce logement-là. Dans la construction neuve, les loyers sont très élevés. OK? C'est le loyer, le pied carré, le loyer au pied carré à Gatineau, c'est. J'ai des projets en moyenne à 2,25 à 2,50 le pied carré. Alors, c'est difficile. Il y a des marchés à Montréal qui ne sont même pas capables d'avoir ça. Alors, c'est un pied carré qui est assez élevé. On est capable de louer à des gens qui sont qui ont beaucoup d'argent dans le secteur puis peut-être qu'ils ne veulent pas aller à RPA. Alors, le marché locatif neuf, très en santé. Il y a énormément de construction. Patrice, il vient de Montréal. Des fois, il vient au bureau faire du coaching. Et puis, ça construit énormément. Alors, c'est un bon marché, je vous dirais, pour dans l'ensemble, à Gatineau, c'est en santé pour la majorité des gens. Là. Alors, ça reflète beaucoup là, ce qui se passe ailleurs dans la province. Là. Merci, Abbas. Tu amènes tellement un point intéressant, c'est que juste le fait entre la rivière d'Outaouais, c'est-à-dire entre Ottawa et Gatineau, de voir 500 $ de différence, bien, c'est sûr que le marché de Gatineau est littéralement drivé par celui d'Ottawa. OK? On le voit. Puis ça a un impact. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis par rapport, bien sûr, là, tu demandes à tout le monde d'aller investir à Gatineau, puis c'est une bonne chose. Maintenant, j'aimerais ça peut-être entendre les autres courtiers des autres régions, de voir l'opinion qu'ils ont de ça. Mais reste que, si on regarde les salaires moyens de la région de l'Outaouais, c'est-à-dire parce que la majorité des gens sont dans la fonction publique, le salaire moyen, et j'aimerais ça avoir le ratio, que je n'ai pas d'ailleurs comme réponse en ce moment-là, mais le salaire, le loyer moyen versus le salaire moyen d'une région. Puis je crois que probablement que la région de Gatineau est probablement très bien proportionnée pour un upside important dans les prochaines années. Ce qui explique peut-être aussi la popularité de tout ce qui se construit dans le neuf là-bas. 100%, je veux dire, juste pour dernier, dans le sens que si on regarde la PH Select, qui est le nouveau produit de la SCHL, si on regarde les revenus moyens des locataires, à Gatineau, c'est le même, c'est 48 000. Okay? Puis à Laval, c'est 48 000. Mais un loyer moyen à Gatineau, c'est 1 000. Okay? Alors, on voit qu'un loyer moyen à Laval, c'est beaucoup plus élevé. Alors, puis, je veux dire, ça, c'est pour les locataires, mais les loyers des ménages en Outaouais, c'est explosif. Surtout dans la région de Aylmer, il y a des statistiques là, que c'est quasiment une des moyennes nationales les plus élevées. Alors, si pour la construction neuve, s'il y a de l'argent investi, ça serait dans ces secteurs-là. Puis c'est là que tout se passe en ce moment dans la construction neuve, honnêtement.
J'ai un constructeur de la région dans la salle. Je ne sais pas s'il est capable, Jonathan Goulet de Solico, un méga promoteur d'ici, qui fait énormément de construction. Je ne sais pas si tu peux aborder une minute là, sur ce qui se passe dans la construction neuve. Je sais que vous avez livré énormément de construction neuve des 26 logis, puis que vous avez fait une méga acquisition récente pour environ 1000 quelques. Je ne sais pas si j'ai pas à parler, mais je te laisse aller, là, Jonathan Goulet. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Moi, c'est Jonathan, comme Abbas disait. Donc, mon entreprise, c'est Solico Construction en Outaouais. Puis, on va dire, Abbas, qu'est-ce que tu dis là? Ce qui me fait tomber à terre, c'est le 1035. Parce que moi, je fais du neuf. Puis, ce que je vois passer, c'est juste du. Tu sais, tantôt, on disait du 1600. Puis, tu sais, en ce moment, on en loue beaucoup, des 1700, 1800 dans le nouveau, là, le projet que tu connais très bien, Abbas. Donc, ce que je vois, c'est que. Moi, selon moi, c'est que le neuf va aspirer aussi l'usager à suivre cette tendance-là. Puis quand tu dis qu'à Ottawa, il y a une différence de 50 de plus, bien, je pense que c'est vraiment parti là, pour qu'on suive la tendance d'Ottawa puis qu'on manque significativement quand je vois les chiffres que nous, on loue dernièrement dans le neuf. Puis c'est certain que pour ce qui est de la demande, écoutez, je pense que c'est partout pareil dans la province, mais Gatineau ne fait pas exception. On fournit juste pas. On se fait appeler tous les jours, puis on pourrait le vendre 5-6 fois le projet, puis le remplir au niveau de la location également. Fait que, mais à un moment donné, c'est l'inventaire qui manque autant du logement que du terrain pour la construction. Oui, on a acquis un terrain dernièrement. On s'en va. Vu le manque on parlait de 1,1 de taux d'occupation. Quand on voit des chiffres comme ça, bien évidemment, on essaie de densifier, on essaie d'en avoir, de répondre à la demande de cette façon-là. Donc, c'est ce qui s'en vient aussi pour Gatineau, avec plus de densité, plus d'étages, on s'en va en hauteur, autrement dit. Cool. Félicitations. Merci, Jonathan. Merci. Ah, impressionnant, c'est ça, c'est qu'on voit que, Jonathan, tu es encore confiant là, de la fenêtre d'opportunité de construire en ce moment avec les stats qu'on voit, avec ce que toi, tu vis sur le terrain. Là, maintenant, ce n'est plus une question si c'est bon de construire ou pas, c'est de trouver le terrain pour le faire. C'est ça qui est ton défi présentement. Définitivement, parce que je pense que, comme vous l'avez dit plus tôt, Patrice, quand on voit des taux d'occupation qui sont historiques comme ça, bien, ça ne peut pas faire autrement que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va l'avoir réglé. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que ça va vraiment continuer. Puis, on est content de voir que jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce que pensent aussi nos clients. Majoritairement, c'est ce qu'on fait là, du multilogement là, présentement, et ça depuis quelques années. Fait que la plupart de notre clientèle est récurrente. Donc, on a un bon contact avec elle, un bon pouls qui viennent acheter année après année. Puis, quand on leur parle, bien évidemment, le feedback qu'ils ont, eux, de leur marché, de leurs locataires, des gens qui recherchent des logements, c'est que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Fait que pour nous, c'est bien sécurisant d'entendre ça. Merci. Donc, écoute, c'est vraiment intéressant. Abbas, merci d'avoir fait ce résumé-là. Merci à Jonathan. Puis, Abbas, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, bientôt, on va commencer la région d'Ottawa. PMML s'en va en Ontario. Abbas, qui va être le broker of record en Ontario. Déjà, sa licence de courtier, mais on va aller chercher sa licence de directeur d'agence. Et PMML va commencer dans le prochain mois, maximum 2. On va ouvrir le marché d'Ottawa. Puis, ça va être intéressant de voir un peu ce qui peut se passer là-bas. Pour ceux que ça intéresse, de voir le marché, les possibilités. Maintenant, on fait un petit 5 heures de route sur la 50, la 15, on prend à 20, même pas la 40, on passe par Trois-Rivières, puis ensuite on arrive à Québec. Sylvain Lacasse, Trois-Rivières, comment ça se passe? Écoute, Trois-Rivières, ça se passe super bien. Belle effervescence, taux de vacances, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, pour ceux qui surveillaient le marché, c'était un peu catastrophique, là, surtout dans le centre-ville. Là, on pouvait mettre dans nos évaluations du 8, 10, 12 % de vacances. Donc, les valeurs n'étaient pas là. Les immeubles ne valaient pas grand-chose. Un 6 logements à 150 000, il y en avait partout. Donc, c'est sûr que c'était plus concentré peut-être dans le centre-ville, mais ça n'allait pas très bien. Je dirais que depuis 2 ans, ça va super mieux. Très, très bien. Taux de vacances, écoute, cette année est à 0,9 %. Donc, qui l'a cru? Donc, c'est vraiment là, exceptionnel. Belle effervescence. Il y a des nouveaux arrivants aussi. Là, le monde, tu sais, qu'on dit dans, je ne sais pas, le monde de Montréal, sont-ils allés à Trois-Rivières? Tu sais, il y a eu 1700
32, je pense, nouvelles personnes qui sont installées à Trois-Rivières cette année ou en 2021. Donc, ça a créé de la rareté l'année passée. Justement, à l'été, les locataires dans les journaux, ça se plaignait que les loyers étaient élevés, taux de vacances, il était bas, ils ne trouvaient pas de logement. Donc, il y a une belle effervescence. Ça a dynamisé la ville beaucoup. Donc, c'est pour ça que les prix, donner des exemples, j'ai des propriétaires que je vendais leurs immeubles entre la mise en marché, mettons, en début d'année, l'année passée, puis le fait qu'ils relouent les logements du 100, 150, 200 $ de plus là, pour des immeubles existants. On a vu ça fréquemment. Donc, ça a permis justement de dynamiser le prix des logements. Beaucoup de gens de l'extérieur ont commencé justement à regarder le marché de Trois-Rivières, comme pour Sherbrooke aussi, je pense qu'ils ont vécu pas mal la même chose. Jessica pourra nous en parler, mais belle effervescence de ce côté-là. Je vous dirais, là, Shawinigan, peut-être que certains d'entre vous êtes curieux un peu de savoir ce qui se passe là aussi. Encore là, on a des taux de vacances de 20-25 % et des fois plus dans certains cas. On ne parle plus de ça du tout. Donc, actuellement, les taux de vacances sont beaucoup inférieurs à ce qui était. Les prix de location ont explosé à Shawinigan. J'ai un propriétaire que je connais là-bas qui, l'année passée, 120 quelques logements. Puis tout ce qu'il me disait, Sylvain, je capote. J'en loue mes logements à 50, 100 $, puis je ne fais rien. Puis, tu sais, pas nécessairement que les loyers n'étaient pas chers, mais oui, dans certains cas, mais le fait d'aller chercher des 4,5 à 6, 650, 700 $, ce qu'on ne voyait jamais dans ce coin-là, bien là, c'est possible maintenant. Et encore là, il y a eu plus de monde qui sont arrivés à Shawinigan dans les dernières années, à peu près 1000 personnes de plus. Donc, ça démontre que, bon, les gens regardent les régions et ça se passe très bien, là. Taux de rotation pas mal stable aussi. On parle peut-être de 13, 14, 15 % de taux de rotation au niveau des logements. Donc, ça démontre que la clientèle est stable parce que, justement, ils se rendent compte puis ils voient dans les journaux que c'est difficile de louer des logements. Il n'y en a plus. Fait que le monde demeure dans leur logement là, actuel. C'est sûr, pour les propriétaires, c'est moins de fun parce qu'on aime ça qu'ils s'en aillent pour être capable d'augmenter les loyers. Mais bon, ça arrive toujours que... Il y a des gens qui quittent qui nous permettent d'augmenter substantiellement le prix des loyers. Sylvain, merci. Merci pour l'info. Puis tu parles de Shawinigan. C'est drôle parce que hier soir, on était à l'Loge de PMML au Centre Bell. Puis j'avais invité Danny et Steven de Ziplex. Puis on a commencé à parler. Puis à la blague, il dit Patrice, même Shawinigan est dans le top. Puis en fait, il m'a envoyé un petit message aujourd'hui parce qu'à la blague, puis il dit Patrice, si tu veux parler de Shawinigan ce soir, tu as 9,2 % d'augmentation dans la région de Shawinigan. C'est quand même impressionnant. Ça reste quand même bas, mais il y a un gros upside. Puis il y a un article aussi qui m'a envoyé où qui parlait des 8 régions qui augmentent le plus au Québec. C'est probablement que les gens l'ont vu. Mais dans l'article, la première position est de Gatineau, deuxième Shawinigan et la troisième Sherbrooke. Ensuite de ça, Salaberry de Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Jonquière, Sainte-Marie, Chicoutimi-Sud. Donc, on voit où est-ce que c'est vraiment en région où les logements, le pourcentage d'augmentation a eu vraiment un impact important. Sylvain, pour faire un petit saut vers de Trois-Rivières à Québec, toi qui possèdes en plus une centaine de logements personnellement dans la région de Québec, comment tu vois le marché? Et peut-être aussi, Julien pourrait peut-être introduire là-dessus comment ça se passe dans la région de Québec. Oui, bien, Julien, tu peux commencer, puis je prendrai la relève plus tard. Certainement. Donc, Québec, ville de stabilité. On a un taux d'inoccupation en 2,5 qui est la même chose qui était remarqué en 2020. Par contre, si on regarde un petit peu plus en profondeur le nombre de chambres des logements, on se rend compte qu'il y a une relation qui est inverse. Donc, moins il y a de chambres, studios et 3,5, on a un taux d'inoccupation qui a augmenté quand même considérablement, surtout dans le studio, sans surprise. Et puis, si on se positionne plus dans le 4,5, 5,5, bien là, on voit des belles réductions de taux d'inoccupation. Par exemple, pour le 5,5 et plus, on est à 1,6 de taux d'inoccupation. Donc, une stabilité, mais on a quand même un effet qui est inverse selon si le logement est petit ou pas, ce qui va dans le même sens qu'on entend dans les régions, là, qu'avec la pandémie et le télétravail, on recherche un logement qui est peut-être un petit peu plus grand et plus confortable. Si on se penche un peu sur un autre angle d'analyse, les logements qui sont moins dispendieux sont ceux qui ont le plus bas taux d'inoccupation. Donc, les gens ont de la misère à se reloger, un peu comme Sylvain le mentionnait, qu'ils
On voit dans les journaux un peu partout que c'est difficile. Donc, si quelqu'un a un logement qui est abordable, va s'accrocher à celui-là. Et à l'inverse, plus le logement est dispendieux, plus un taux d'une occupation qui va être élevé. Donc, les gens vont peut-être chercher à se reloger ailleurs, profiter de peut-être une aubaine. Personnellement, je ne le vis pas nécessairement. J'ai un vide logement en construction un peu au nord de Charlebourg, à Saint-Émile, puis ça se loue pas mal plus vite, pas mal plus cher qu'on pensait. D'ailleurs, pour ce qui est de la construction neuve, on remarque qu'il y a les troisième années consécutives avec une augmentation du nombre de chantiers. Donc, ça laisse présager que la demande est toujours plus forte que l'offre. Et puis, c'est surtout sur la Rive-Sud et puis dans le secteur de Beauport qu'on a la majorité des chantiers qui sont mis en effet. Et puis, dans ces mêmes régions-là, on remarque que le taux d'occupation a baissé. Donc, on y va vraiment selon la demande. D'ailleurs, Sylvain, est-ce que tu peux nous parler un peu selon les secteurs, le taux d'inoccupation? Parce que je pense que même, sans surprise, là, dans les centres-villes, on a un taux d'inoccupation qui est un peu plus élevé. Exact, c'est ça. Tu sais, le taux d'inoccupation 2,5 pour la région de Québec. Ça, c'est si on inclut Québec-Lévis. Si on segmente un peu, Rive-Nord 2,8, Rive-Sud 1,2. Donc, toute la région de Lévis, grosse effervescence. Puis à 1,2, on fait lien avec les autres discussions qu'on a eues tantôt. Beaucoup de construction, énormément de construction sur la Rive-Sud. Donc, pour combler justement le manque de logement. Si on y va, mettons, par secteur, on peut remarquer des tendances. Sainte-Foy, taux d'inoccupation global augmenté à 4,7, alors qu'on était dans les 3,7, 3,9 il y a quelques années. Donc, secteur universitaire, cégep. Donc, je fais lien directement que la clientèle était moins là, le taux d'inoccupation augmenté. Même chose dans la Haute-Ville. Haute-Ville, on avait un taux d'inoccupation qui était beaucoup plus bas, qui a augmenté justement à 3,9 alors qu'il était à 1,7 en 2019. Donc, pourquoi la Haute-Ville? Bien, justement, tous ceux-là qui utilisaient des logements Airbnb, qui avaient converti des logements Airbnb, tout d'un coup, sont redevenus disponibles sur le marché. C'est très central dans la ville. Donc, à ce moment-là, le taux de vacances a augmenté dans le secteur de la Haute-Ville. Je fais lien avec l'Airbnb parce que j'ai entendu dire plein de monde qu'ils n'ont pas eu le choix de convertir leur Airbnb en logement, si on veut dire long terme. Si on parle, mettons, des autres secteurs, là, Charlebourg, par exemple, 1,4, Beauport, 1,3, taux d'inoccupation, donc un peu en périphérie. C'est pratiquement pas de logement disponible. Donc, il y a une belle effervescence de ce côté-là. C'est vraiment des secteurs un peu plus étudiants, centraux, Haute-Ville, qui ont eu une augmentation. Pour le reste, les coûts de loyer ont continué d'augmenter pareil. Puis le taux d'inoccupation a quand même baissé là, par rapport aux dernières années. Puis Sylvain, toi, dans ton parc immobilier, combien il en reste à louer pour le mois de juillet? Je n'ai pas eu toutes les réponses, mais je vais avoir un taux de roulement d'à peu près 15 15-18 grosso modo, tout dépendamment des dernières réponses que j'attends, mais ce qui est moins que d'habitude. Je crois qu'en 2020, les gens qui étaient tannés de logement trop petit ont déménagé. 2021, il y en a encore une partie qui s'est nettoyée, mais moi, je sens en tout cas dans mes logements là, que c'est plus stable là, pour les départs. Ceux qui avaient quitté ont quitté, mais les autres sont bien dans nos logements. Merci Sylvain. Il nous reste 5 minutes. Bien sûr, on s'en va à Jessica pour Sherbrooke, mais juste avant, j'aimerais juste faire remarquer quelque chose à tout l'auditoire présentement. Ce qu'on vit dans la région de Québec, on s'aperçoit que les taux d'inoccupation, quand même, qui ne sont pas apeurants, mais sont quand même à 3 2-3 par rapport au restant de la province. Et ça, moi, j'ai l'explication et mon interprétation, elle est simple, c'est que le boom de construction neuve dans le multilocatif au Québec a commencé en 2 et 3 ans à Québec avant tout le monde. OK? Donc, présentement, à Québec, ils ont déjà passé la grosse courbe de construction qu'on est en train de voir dans la grande région de Montréal, dans la région de Gatineau. Québec ont vécu ça en premier. Et c'était les premiers qui ont réagi à ça. Donc, est-ce qu'on peut extrapoler que les régions présentement de Montréal, où tu as un super boom de construction, pourraient avoir des taux qui pourraient monter à 2 ou 3 dans les prochaines années, quand la vitesse que ça construit présentement? Il se peut que oui. Mais d'après moi, c'est une des réponses à ça. Pourquoi que Québec a un taux d'occupation un peu plus élevé? Bien, c'est simplement qu'eux autres, ils ont commencé. Ils n'ont pas niaisé. Québec ont décidé en premier d'aller construire. Et maintenant, bien, vous le voyez quelques années après, un petit peu, le taux de vacances est un peu plus élevé qu'ailleurs. Donc, l'offre est quand même disponible à Québec au niveau de la location. On termine avec le marché, un des marchés les plus en feu au Québec, Sherbrooke. Jessica,
tu peux nous donner un petit aperçu. La région de Sherbrooke, puis également Jessica du centre du Québec. Je sais que tu travailles beaucoup aussi la région de Drummondville. Donc, Jess, on pourrait t'écouter un peu là-dessus. On entend beaucoup parler de Sherbrooke. La SCHL a reconnu des loyers records dans la région. C'est quand même, je t'écoute là-dessus sur toi qui es sur le terrain. Là. Comment ça se passe? Donc, effectivement, on constate un fort engouement là, pour la région de l'Estrie. Il y a beaucoup de gros investisseurs de l'extérieur qui font des projets d'envergure pour revitaliser les centres-villes et louer les appartements en haut des 1 000 $. Je vous dirais que la plupart de nos acheteurs, c'est des acheteurs de Montréal. Par exemple, là, je peux vous raconter une petite anecdote. Là, j'ai 2 clients qui sont des frères qui se sont dit, bon, il y en a un qui habite à Montréal, l'autre à Sherbrooke, ils se sont dit, on va regarder le potentiel de croissance chacun de notre côté, puis le meilleur potentiel, on va déménager dans la ville de l'autre. Où est-ce que vous pensez qu'ils se sont retrouvés? Dans la ville de Sherbrooke et maintenant sont rendus à près de plus de 6 immeubles achetés depuis 2020, ce qui est excessivement bien. En ce qui concerne le taux d'inoccupation, en 2020, on parlait d'1,3 %. En 2021, on est rendu à 0,9 %. On peut quasiment parler d'une crise de logement. On est en égalité avec Trois-Rivières, comme Sylvain parlait tout à l'heure. Et ce n'est pas une cachette. Avec la pénurie de logements, on peut penser à une augmentation des loyers. Effectivement, les loyers moyens sont en croissance. C'est plus de 8 % d'augmentation, évidemment au-delà de ce que la régie proposait. On parle de 671 $ en 2020 et 727 $ en 2021 pour un 4,5 %. Donc, c'est une augmentation de 56 $. Le taux de rotation, c'est quand même égal. Là, on parle de 14,2 en 2020 et 15,1 en 2021. C'était principalement là, pour les studios et les 2,5, le taux de rotation qui avait augmenté. On peut voir avec les étudiants qui retournent dans leur maison avec la fermeture des universités et tout. Pour les 4,5, il y a eu une baisse et pour les 5,5, il y a eu une hausse du taux de rotation. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'immeubles que les gens veulent acheter qui ont des 5,5, qui veulent optimiser. Donc, les locataires doivent se reloger après avoir subi une reprise de logement. J'ai vendu un 7 logements dernièrement, justement, que la personne voulait vider au complet et relouer. Je vous dirais que Sherbrooke, on vend beaucoup de potentiel d'optimisation. Les rendements là, sont rendus excessivement bas sur les prix qu'on demande, mais on vend un potentiel. S'il y a un potentiel d'augmentation des loyers, peu importe les rendements, les acheteurs vont sauter dessus immédiatement. Aussi, la variation du loyer moyen, là, ça conclut un peu. En octobre 2019 à 2020, on parlait de 3,1 %. Puis d'octobre 2020 à 2021, on parle de 4,7 %. Encore une fois, les loyers, il y a beaucoup d'immeubles encore qui restent par des propriétaires qui ont depuis de longues dates, qui n'ont pas été optimisés. Puis de l'autre côté, on voit des immeubles qui ont été excessivement optimisés. Donc, on peut voir que l'écart vient de là. Par exemple, on a un immeuble là, que je pense, un 6 logements qui a été affiché en début 2021 à 600 000. Il a été revendu en fin 2021 à 1 130 000 $. Le même immeuble extérieur, ils ont juste refait les logements et fait des augmentations de revenus. Donc, il y a vraiment un gros potentiel à aller chercher. Côté des mises en chantier, on parle d'une augmentation de 43 % de nouvelles mises en chantier en janvier 2022. Jessica, laisse-moi t'interrompre là-dessus. 43 % d'augmentation de mise en chantier, c'est quelque chose, ça. Là. On le voit présentement. On entend parler de la région de Sherbrooke. Écoute, c'est vraiment je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'on a des gens qui ont des immeubles dans la région de Sherbrooke? On va peut-être faire un ou deux témoignages ici. Jason, on t'écoute. C'est moi qui ai acheté l'immeuble à 1 120 000. Puis il reste à peu près 300 000 dans les chercher. Là. Je suis en train de travailler dessus très fort. Donc, peut-être un petit peu plus avec APH Select. Là. Ça a été une bonne nouvelle il y a 2 semaines. Écoute, moi, je l'ai acheté. Cet immeuble-là, à vrai dire, à l'achat, on s'est rendu compte 1 semaine avant de notarier qu'il y avait 2 logements qui étaient vacants dedans. Ça a été quand même un vol de face. Je les ai mis à louer. On est quand même dans la branche de prix, je te dirais, assez élevée pour du rénové là, à Sherbrooke. Beaucoup de demandes. La qualité des locataires, par contre, laissait un peu à désirer. On avait beaucoup de gens, surtout comme un petit peu après Noël, beaucoup de break-ups, ça m'excuse l'anglicisme, des choses comme ça.
des gens qui ne passent pas nécessairement au crédit. On a trouvé des locataires pour juillet. Ça me laisse le temps de les remettre vraiment en top shape, puis comme je les veux, là. Donc, ça va très bien. Puis, je suis en train de regarder encore à Sherbrooke. Pas nécessairement pour d'optimisation traditionnelle, mais plus pour profiter justement de APH Select au maximum, parce que c'est beaucoup d'immeubles qui sont bi-énergie. Donc, je vais aller chercher justement l'aspect réduction de gaz à effet de serre là, sur ces immeubles-là, en gardant mes locataires à l'intérieur sans vraiment les augmenter de 500-600$, puis en pouvoir les chercher, dans le fond, sur l'amortissement de mon ratio pré-valeur pour récupérer mes fonds. Là. Merci, Jason. Intéressant. Puis tu parles du programme APH Select. Ce matin, on avait un mastermind, tous les courtiers hypothécaires de PMML. On était environ 35 en ligne. Et on a justement parlé il y avait un expert qui est venu en efficacité énergétique, qui nous parlait un petit peu comment procéder dans ce fameux programme avec la CHL, puis c'est quel type d'immeubles qui vont se porter à ça. Et entre autres, les immeubles qui étaient chauffés encore au gaz, à l'huile, dans l'huile de moins en moins, mais au gaz, il y en a quand même beaucoup encore. Et il y a des très, très belles possibilités d'optimisation. Ce qui m'empêche, je vais peut-être juste revenir à Julien Parent, qui nous a parlé de la région de Québec. Julien, courtier hypothécaire. Julien, là, les SCHL viennent sortir des taux 0.01, 0.1, 0.9, 0.3, 2.1, 1.6. Est-ce que la SCHL, dans ses calculs, va commencer à baisser ses taux de vacances ou tu ne crois pas? Est-ce que tu penses que la SCHL va honorer ses rapports en disant, ben non, finalement, on va arrêter de mettre du 3-4 de vacances, mais on va descendre à 1 Bien, nous, dans le taux qu'on utilise, c'est vacances et mauvaises créances. Donc, ils vont sûrement se verser sur la mauvaise créance pour justifier un taux qui est un peu plus élevé, comme c'est déjà arrivé dans certains cas. Moi, je pense que c'est leur donner, ils n'auront pas le choix jusqu'à certaines limites de les honorer. Et puis, nous, ben, notre travail consiste à défendre ces valeurs-là. Donc, avec toutes les données qu'ils nous donnent, toutes les données à l'intérieur de PMML, c'est des choses qui font partie de notre travail quotidien pour être en mesure de bien défendre le dossier. Mais personnellement, je pense que, à moins qu'ils jouent sur la mauvaise créance, là, je pense que, vu que c'est leurs données, que c'est public, puis que ces données-là en grande pompe comme ça, je suis assez confiant qu'on puisse les utiliser. Merci, Julien. Merci pour ton son de cloche là-dessus, parce qu'au niveau, on le sait, là, moi, ce que j'entends présentement dans le marché, c'est que les prêteurs doivent avoir confiance, hein, les taux de vacances, parce que, tu sais, dans le fond, là, on s'entend que pour un prêteur, la seule risque qu'ils ont, c'est de reprendre un immeuble, OK? Et présentement, avec les taux d'inoccupation qu'on a entre les mains, je peux vous assurer qu'il faut vraiment avoir un sérieux problème de gestion. Et ce n'est pas l'immeuble le problème, souvent dans les cas, c'est souvent les individus. Mais à ces niveaux d'inoccupation-là, je pense qu'il n'y a plus aucun risque. J'espère que les banques vont continuer à démontrer et à croire au marché comme ça. On le voit dernièrement avec la SCHL. La SCHL est quand même assez agressif, je vous dirais, dans les financements qu'ils donnent. C'est très, très positif. Ils croient au marché. On voit partout à travers la province beaucoup d'augmentation. Les taux d'inoccupation sont là. Je pense que c'est un message qui est assez clair présentement ce soir. C'est comment, encore là, je pense que la fenêtre d'investissement est intéressante dans toutes les régions. Chaque région a sa particularité. Est-ce qu'on est mieux d'aller dans l'optimisation, dans la construction neuve? Mais on peut voir présentement là, que c'est quand même, il y a un bel équilibre partout. C'est ce que le rapport nous met sous la main. Je crois, Gabriel Mainville va te laisser closer. On va terminer ça maintenant. Mais Gabriel, est-ce qu'on avait le lien, mettons, sur pmml.ca/SCHL? Si le rapport n'est pas là encore, on pourrait peut-être le mettre demain pour que les gens puissent aller télécharger ça. Est-ce qu'il est là présentement, Gabriel? Présentement, il ne sera pas là. Il va être rendu disponible d'ici demain aussi. Donc, peut-être juste faire un tour là, au cours de l'avant-midi si vous voulez avoir toutes les données précises par secteur de la SCHL. Tout est là, honnêtement. Là, vous allez vous amuser si vous aimez les chiffres. Là. Donc, merci, Gab. Puis, dans le fond, on va juste mettre l'adresse. Gabriel, tu peux le mettre dans le chat, aller sur pmml.ca/SCHL. Vous avez déjà l'information sur le programme APH Select qui est là. Puis, je vous invite à consulter un courtier hypothécaire PMML pour pouvoir aller chercher les financements maximum. On est pas mal au courant de toutes les zones où est-ce que le programme s'applique ou qu'on peut aller chercher un maximum de financement. Encore une fois, là, je vois un commentaire, Nouveau-Brunswick. Sana et moi, on s'en va au mois de mars au Nouveau-Brunswick rencontrer quelques courtiers pour ouvrir le PMML à Moncton précisément.
au mois de mai, le 11 mai, on retourne à Moncton puis à Halifax le 11 mai également, où est-ce que le sommet de l'immobilier là-bas. Et bien sûr, PMML a beaucoup d'intérêt dans les provinces de l'Atlantique. Fait que je suis content. Merci là, d'avoir mis la stat. On voit ici que c'est 1,5 %. Super intéressant. Donc, si vous avez apprécié le contenu, encore une fois, PMML, à tous les mardis soirs, essaie de se renouveler. Ce n'est pas évident, toutes les semaines, de trouver un sujet, mais je pense qu'on a réussi à livrer de la belle qualité à toutes les semaines. J'apprécie beaucoup les gens qui nous suivent de façon assidue. Et encore une fois, c'est de l'information, on crée de la valeur sur le marché, on donne et bien sûr, en retour, on demande juste que vous encouragez les courtiers PMML, que ce soit pour la vente, l'achat, le financement. Maintenant, bien sûr, avec la division d'évaluation, ce qui est parti d'ailleurs en force. Bien sûr, on va pouvoir vous servir, ce que vous ne soyez pas en mode vente ni financement, mais on peut quand même faire des évaluations super poussées. Encore une fois, merci de votre participation. Et Gabriel, je te laisse terminer avec peut-être le sujet de la semaine prochaine. C'est déjà décidé. Sinon, je te laisse fermer la session. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on va réellement parler de financement résidentiel. Tu sais, ça fait 2 semaines qu'on repousse aussi parce qu'effectivement, il y avait la mise à jour de la SHL. Puis je pense que c'était important de partager l'information. La semaine prochaine, on a Julien Parent qui est avec nous ce soir. Puis on va avoir Sarah Boudreau aussi qui était présente tantôt dans le salle. Ça va être 100% sur le financement résidentiel. Donc, les premiers achats, les investisseurs qui sont en début de carrière aussi, ça risque d'être fort intéressant. Voir comment faire votre entrée sur le marché puis prendre avantage de toutes les techniques Juste possibles. pour préciser, Gabriel, on va parler de financement résidentiel, mais on va parler de 2, 3 et 4 logements. Comment maximiser le financement? On voit Sarah qui est avec nous ce soir aussi. Sarah Boudreau puis Julien vont nous parler de ça. Merci à tous. Merci, Gabriel. Merci à tous les courtiers qui ont participé, toute l'auditoire qui ont participé également, donné leur son, leur point de vue sur le marché. Encore une fois, merci. On se revoit la semaine prochaine, 19h, mardi soir, 19h. À bientôt.